Donc voilà, depuis le 15 septembre 2016, je suis atteinte d'une sclérose en plaques par poussée. C'est une maladie du système nerveux central. C'est mon corps, en fin de compte, qui s'attaque à ma myéline. La myéline, c'est la gaine qui entoure mes nerfs et permet donc de faire passer le courant électrique qui permet de faire passer les informations. Tout a commencé donc en septembre. Je me suis plainte de légères douleurs à l'œil gauche. C'était un vendredi. Le samedi, j'ai appelé mon ophtalmo pour savoir si ça nécessitait que je la rencontre ou si ça pouvait attendre lundi. Elle m'a répondu que ça pourrait attendre lundi sans problème. Samedi, au fur et à mesure de la journée, j'ai des maux de tête à l'arrière de l'œil, donc des céphalées qui ont commencé à s'intensifier. J'avais du mal quand je bougeais mon œil, quand j'essayais de regarder à gauche, regarder à droite, en haut, en bas. Donc dimanche, là par contre, ça que j'ai vraiment commencé à m'inquiéter. Devant mon œil, il y avait un voile. Donc je voyais beaucoup moins bien. Donc j'ai décidé de me rendre aux urgences ophtalmiques de l'hôpital de ma ville, dans lequel j'ai été très bien accueillie et l'ophtalmo me fait plein de tests. On se rend compte que ma vue, qui était à 16/10, venait de passer à 4/10. Que donc ma vue était en train de se dégrader, mais il ne voyait pas d'infection. Et donc il souhaitait me revoir dès le lendemain matin, donc le lundi, avant toutes les consultations afin de faire les examens nécessaires. Le lundi matin, donc je suis arrivée avec ma petite voiture. Oui, parce qu'on ne se rend pas compte en fin de compte que c'est grave. J'arrive avec ma voiture, je vais faire les examens, donc on me fait un fond d'œil, on me fait un champ visuel de l'œil gauche, de l'œil droit, des photos de mes nerfs. On me fait des tests de lecture, des tests de colorimétrie. Et là, donc, ma vue était passée à 1/10. Donc tout ça en 3 jours et demi. L'ophtalmo m'annonce donc que ce n'est pas un problème ophtalmique. Moi qui pensais avoir un orgelé ou une conjonctivite, c'était raté. Il me dit, voilà, je pense que c'est ce qu'on appelle une névrite optique rétrobulbaire. Donc ça concerne la neurologie. Donc j'appelle de suite mes confrères de la neurologie à l'hôpital. Préparez votre sac, vous allez être hospitalisé, on va vous faire une ponction lombaire, passer des IRM. Prévoyez des affaires pour plusieurs jours. Voilà. Donc le lendemain, je me fais rappeler par le service de neurologie qui me dit que donc j'ai une place à partir de 10h30 en chambre en neurologie, que j'ai un rendez-vous IRM en tout début d'après-midi et que
S'en suivra donc ma ponction lombaire. Donc on va dire que les choses vont très vite, donc je voyais déjà presque plus de l'œil gauche, hein. C'était super difficile pour moi, mais moralement, étrangement, voilà. C'était tellement important que je ne réagissais pas. J'ai... Comment dire? J'ai appelé mes parents, je leur ai demandé de venir parce qu'ils habitent à plus de 800 km et je vis seule avec mon chat. À l'origine, j'étais en couple, mais bon, voilà. Donc j'appelle mes parents pour qu'ils viennent quand même parce qu'il semblerait que ce soit quelque chose de grave. Et donc je passe l'IRM. Sur le compte-rendu, je peux lire qu'il y a présence de lésions sur mes nerfs optiques, sur mon nerf optique, qu'il est atteint à plus de 80% de sa surface. Voilà, donc tout s'enchaîne très vite. On me fait une ponction lombaire. Je vous dis pas les conditions, en chambre double, dos à la voisine, une interne pour me faire la ponction lombaire, un infirmier, un élève infirmier pour l'assister. La ponction lombaire s'est bien passée, si on oublie le malaise que j'ai fait pendant plus de 10 minutes pendant la ponction lombaire. J'ai eu la chance que la ponction lombaire ne soit pas douloureuse par la suite. Voilà, donc jusqu'à présent on ne savait toujours pas ce que j'avais. On savait que j'avais une atteinte du système nerveux central, mais rien d'autre. Donc on m'explique que je vais être hospitalisée, que l'on va m'injecter des fortes doses de cortisone que l'on appelle des bolus ou des flashs. Donc c'est-à-dire qu'on va passer tout au long de la journée la totalité de 1 gramme, donc 1000 mg de cortisone en intraveineuse, afin de bloquer mes défenses immunitaires pour que mes globules blancs arrêtent de s'attaquer à ma myéline et pour limiter les dégâts. Donc j'ai vécu ça pendant 3 jours. Pendant ces 3 jours, ma neurologue ne m'a pas trop informée sur les possibles maladies qu'il pouvait y avoir. Donc j'ai interpellé interne qui m'a sorti une liste comme dans Dr House. C'est une maladie auto-immune, une SLA, un lupus, une sarcoïdose ou une sclérose en plaques. Et là, je l'arrête et je lui dis une SLA, une maladie de Charcot. Et là, en fin de compte, elle savait plus trop où se mettre. Donc parce que, en général, quand elle dit SLA, donc c'est la sclérose latérale qui correspond à une sclérose qui nous tue en général en 3 à 5 ans. Voilà. Donc j'ai rien dit, je suis restée comme ça. C'était vraiment tout allait trop vite. Donc je suis sortie de l'hôpital, je ne voyais toujours, je commençais à peine à récupérer ma vue de l'œil gauche, sachant qu'entre-temps j'étais passée à une vue inférieure à 0, c'est-à-dire que je ne voyais même pas la lumière. Voilà, donc ma vue revenait progressivement. On m'avait annoncé que si j'arrivais à avoir une vue à 4 sur 10, ce serait déjà très bien. Et qu'il fallait laisser le temps aux choses. Voilà. Donc j'ai repris mon petit travail
Voilà, j'ai repris le travail, et mon dernier jour de travail, donc 3 semaines plus tard, douleur à l'autre œil. Là, tout de suite, j'ai compris que j'étais en train de refaire la même chose, donc je suis allée aux urgences dans la foulée. Ils m'ont hospitalisée, m'ont fait l'IRM, ont confirmé que j'étais en train de faire une deuxième névrite optique rétrobulbaire, que je perdais effectivement la vue de l'œil droit, l'œil gauche n'étant toujours pas totalement rétabli, hein. Donc on m'a remise sous bolus, donc j'ai repassé encore 5 jours à l'hôpital. Et je suis sortie avec une liste d'examens à réaliser pour pouvoir diagnostiquer et identifier exactement le nom de la maladie. Donc j'ai passé différents IRM dont je n'ai pas eu les résultats de suite. J'ai passé un scanner, j'ai passé un PET scan, j'ai passé 12 000 prises de sang, en plus de la ponction lombaire qui avait déjà été faite. Donc tout ça c'était juste vraiment la veille de mes 30 ans. Ma première poussée a eu lieu 1 an et 5 jours avant mes 30 ans et la seconde 1 mois et 5 jours. Et la seconde a eu lieu dans la semaine de mon anniversaire. Donc je vais pas vous cacher que je me sentais pas spécialement tip-top, que moralement je m'étonnais à tenir aussi bien. Donc j'ai fait toutes ces batteries d'examens. Il faut savoir qu'à l'origine j'ai une phobie des aiguilles, donc il a fallu soigner tout ça très rapidement. Donc j'ai passé mes examens et en décembre, bim, un diagnostic tombe et on me confirme que c'est une sclérose en plaques. Ça tombe bien, c'était la maladie que je préférais sur l'ensemble des maladies annoncées par l'interne au mois de septembre. C'était une maladie que je connaissais, je savais qu'on pouvait vivre avec, plus ou moins bien, mais qu'on pouvait vivre. Voilà. Donc ensuite, en décembre, donc il a été décidé de mettre en place un traitement par injection quotidienne qui s'appelle la Copaxone. Donc il fallait que je me fasse des injections sur différentes zones du corps tous les jours pour pouvoir prendre mon traitement qui permettrait de limiter les risques de nouvelles poussées ou du moins de pouvoir les écarter. J'ai donc commencé le traitement pendant les vacances de Noël. Voilà, et le 9 janvier, douleur thoracique, donc je me rends aux urgences, suspicion d'infarctus. On ne trouve rien. Donc ils appellent la neurologie, suspectent que le traitement est responsable de ces douleurs thoraciques et que je ne le supporte certainement pas. Donc on était là à la, je sais pas, 18e injection. Donc ça c'était le lundi soir, parce que j'ai passé la nuit là-bas. Et le samedi matin, comme d'habitude, je fais mon injection. Et là, je me réveille au sol, en train de convulser. Je me suis vue convulser, mon corps s'en rappelle bien, donc j'étais en pleine injection. Donc la seringue est partie. Évidemment, comme on n'est pas dans tous ces états et dans un bon état, on prend
la seringue et on continue de piquer le produit parce qu'on sait qu'il coûte très cher et que on va pas gaspiller. Et donc là, j'appelle la neurologie, j'explique. Donc c'était un samedi, j'explique que je suis tombée dans les pommes pendant l'injection, que j'ai convulsé, que je me suis fait mal. J'ai des bleus qui apparaissent dans le dos. Et là, on me dit stop, 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 on arrête le traitement. Lundi matin, venez, on va faire un électroencéphalogramme, voir si vous ne faites pas des crises d'épilepsie, en plus de la sclérose en plaques. Donc l'électroencéphalogramme n'a strictement rien montré, donc il ne semblait pas que j'ai fait de crise d'épilepsie. J'avais dû donc convulser à cause du traitement, donc que l'on a suspendu, et le diagnostic de sclérose en plaques a été remis en suspens. Ma neurologue craignait que j'ai une maladie rare appelée la neuromyélite optique de Devic, la NMO, qui par contre est une CEP, on va dire, en version en version beaucoup plus dangereuse et beaucoup moins positive. Donc j'ai attendu d'avoir des rendez-vous pour des IRM dans un autre établissement où il y avait un référent qui pourrait confirmer ou non la présence d'une NMO ou d'une sclérose en plaques. Entre-temps, il y a eu la Saint-Valentin et le jour de la Saint-Valentin, j'ai commencé à perdre les sensations du côté gauche. C'est-à-dire que je ne sentais plus sur la pointe d'un critérium, quand on passait sur ma peau, je ne le sentais plus. J'avais l'impression qu'on ne me touchait pas. Donc je me suis retrouvée avec de la jambe au cou, avec une paresthésie, c'est comme ça qu'on appelle. Donc une perte de sensation importante. Donc pour la Saint-Valentin. À l'époque j'étais en couple. Ça n'a pas duré longtemps puisque je pense que cela lui a fait peur une nouvelle fois. Et quelques jours plus tard, je ne l'ai pas revu. Voilà. Ça faisait un moment que j'étais avec lui pourtant et on se connaissait très bien. Donc je me suis retrouvée seule. Je ne pouvais plus conduire. Je ne pouvais plus faire mes courses. Donc mes parents sont venus. On ne pouvait pas me faire de la cortisone parce qu'il fallait que je passe les IRM avant et que sinon ça risquait de les fausser. Donc j'ai passé mes IRM début mars. Et les IRM ont confirmé une sclérose en plaques et non pas une maladie de Devic. Ouf! Parce que vraiment, j'avais peur de cette maladie de Devic. Donc j'ai eu un bolus encore de 3 grammes. J'ai été hospitalisée donc afin d'avoir à nouveau de la cortisone. Les sensations sont parties, j'ai récupéré, c'était parfait. Et 4 semaines plus tard, je vais me doucher et là je me rends compte que je sens plus le bas de mon corps en me lavant. Que mes jambes, mon entrejambe, que mon ventre, que mon bras, je ne sens plus. En particulier du côté gauche. Et donc, je rappelle la neurologie. Il faut savoir qu'il avait été décidé de remettre en place un nouveau traitement autre que la Copaxone, qui était le Gilenya, qui avait la chance de se faire par comprimé. Donc le jeudi. Et donc moi, je les ai appelés le lundi pour leur dire que ça n'allait pas.
Donc forcément, tout de suite, on a décidé de suspendre la mise en place du Gilenya. Et donc, le lundi, on me refait des IRM et on repart sur des bolus de cortisone encore une nouvelle fois. J'avais des difficultés à marcher, je ne sentais pas mes jambes, j'avais l'impression d'avoir, je sais pas, les pieds engourdis ou 13 000 chaussettes de ski sur les pieds. En même temps, c'était dans des étaux. Dans la chambre, j'étais déplacée en déambulateur. Je ne pouvais pas me doucher parce que je ne tenais pas debout. C'est ma maman qui venait me laver. Je lavais le haut de mon corps et j'étais trop fatiguée pour pouvoir laver à partir du ventre le reste de mon corps. Donc là, le neurologue qui s'occupait de moi a appelé le colloque à Marseille, parce qu'en fin de compte, il travaille avec Marseille, avec un professeur. Et il a été décidé donc de mettre en place le Tysabri. Heureusement, j'avais déjà fait les tests du virus JC. Le virus JC, c'est quelque chose que beaucoup de personnes possèdent dans leur corps. Depuis tout petit, en fait. C'est quelque chose qu'on chope, mais qui est tout à fait anodin pour une personne normale, mais qui est très 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 dangereux pour une personne immunosupprimée, comme quelqu'un qui a un sida par exemple, ou quelqu'un qui prend un traitement immunosuppresseur, comme en particulier le Tysabri. Et donc le mien était négatif, donc je savais que j'étais apte à prendre ce traitement. Donc on fait la mise en place du traitement en hospitalisation complète. Je prends le traitement, c'était le jour de ma sortie, donc je rentre avec mes parents chez moi. Donc je marchais difficilement, mais je marchais. Et là, quelques heures plus tard, je vais aux toilettes et là, impossible de faire fonctionner mes jambes. Je me suis retrouvée à terre, mes jambes étaient comme paralysées. Mes jambes ne voulaient pas fonctionner. Donc on a rappelé l'hôpital, j'ai une ambulance qui est venue me chercher. Ils ont cru que je faisais une LEMP. Donc ils ont cru que je faisais une LEMP. Donc là ça a commencé un petit peu à me faire, mais encore plus paniquer. Donc la LEMP, faut savoir que c'est le corps qui s'attaque au cerveau, que ça provoque des lésions irrémédiables, que dans de très très nombreux cas, on en meurt. Voilà, donc c'était vraiment pas quelque chose que je voulais, pour moi en tout cas. Enfin, c'est pas quelque chose que je souhaite à quiconque de toute manière. Donc désolée. Donc je suis revenue à l'hôpital, le neurologue a demandé une IRM en urgence, qu'il n'a pas eu. Il y avait un petit problème au niveau du service d'imagerie médicale.
Donc il est resté jusqu'à tard le soir, il a forcé les gens à me faire mon IRM qui est revenue négative, c'est-à-dire que je ne faisais pas une LEMP, donc c'était un effet secondaire lié au traitement du Tysabri. En fin de compte, le Tysabri peut, dans certains cas, de très très rares cas, accentuer une poussée qui est déjà en cours. Voilà. Et ayant déjà des problèmes au niveau des jambes, en prenant le Tysabri, ça m'a coupé les jambes. Donc j'ai été réhospitalisée et le médecin m'a dit là par contre il va falloir faire de la rééducation. Donc vous avez je vais vous faire rentrer dans un centre que je connais bien. Il y en a plusieurs dans le coin, mais moi j'en veux un en particulier, donc je suis obligée de faire la demande dans tous les lieux, mais tant que ce lieu-là ne dira pas oui, vous resterez à l'hôpital et vous ferez la kiné à l'hôpital. J'ai eu énormément de chance, c'est que vu mon jeune âge et mes chances de progression, j'ai été prise très 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 rapidement sans même passer en commission. Donc la demande a été faite le vendredi et je suis rentrée le lundi en centre de réadaptation. Alors, pour faire une idée des centres de réadaptation, c'est des centres avec des services de neurologie très lourds. Pour beaucoup, et sinon c'est de la rééducation. Donc la majorité des personnes en rééducation ont plus de 65 ans. Voilà, donc j'étais la plus jeune des patientes pendant un bon petit moment avant que d'autres jeunes arrivent. Voilà. Donc j'ai passé un mois et demi, un mois 3 semaines là-bas à réapprendre à marcher, à me déplacer, à essayer de récupérer des sensations, à retrouver un équilibre. Parce que je ne tenais pas droit, je titubais. Ils m'ont fait différents examens, parce que la sclérose en plaques pose aussi des problèmes de vessie, donc bon. J'ai eu le droit aussi à cette panoplie d'examens-là. Pendant l'hospitalisation, j'ai recommencé à avoir des symptômes, donc j'ai été réhospitalisée à l'hôpital pour un nouveau bolus de cortisone de 5 grammes cette fois. Arrivé au 3e, mon corps n'a pu supporter, j'ai réagi très violemment en fait, j'ai commencé à avoir les bras rouges. Donc l'injection venait juste d'être faite. Hein. Les bras rouges, je commençais à avoir chaud. Et là on prend mon pouls et mon pouls, le cœur était vraiment en train de s'emballer, donc on a été obligé d'arrêter la cortisone. Il faut savoir que j'avais déjà pris 17 grammes de cortisone en 8 mois. Donc, ils m'ont... Je suis désolée. Donc, on a fait ce qu'on pouvait au niveau cortisone et je suis retournée au centre de réadaptation pour continuer ma rééducation. Donc, je suis sortie début juillet avec Enfin, avant de sortir, non. Le médecin souhaitait que j'accepte d'utiliser un fauteuil roulant. Et c'était pas possible pour moi, c'était niette. Et le médecin m'a dit, je vous garde 15 jours de plus pour que vous puissiez me montrer que vous n'en avez vraiment pas besoin. Parce qu'à l'intérieur de l'établissement, je me déplaçais en déambulateur. Même en rollator, quoi.
Le rollator, c'est le truc à 4 roues avec le petit panier qu'on voit souvent sur les petits vieux. On peut s'asseoir et faire ses courses en même temps. Donc j'accepte le marché, je pars avec ma mère dans un nouveau centre commercial qui venait d'ouvrir. Un jour de permission, donc le samedi. Et arrivé dans Primark, je rencontre quelqu'un que je connais. Et là, on commence à rester un petit peu debout. Et en 10 minutes, j'avais plus de jambes. En fait, on s'est retrouvé que mes jambes étaient fatiguées, ne me portaient plus. Donc le déambulateur ne me servait plus à rien. Donc on a dû attendre au moins 1 heure et demie que ça revienne. Et par chance, dans ce centre commercial qui est en extérieur, il y a des prêts de fauteuils roulants. Et je me suis dit, bon, c'est un signe, il faut que tu testes. Alors, j'étais jamais montée dans un fauteuil roulant de ma vie. Il faut un début à tout. Donc, j'y suis montée dedans et on a un petit peu continué la journée. Et quand je suis arrivée au centre de rééducation, j'ai dit au médecin rééducateur qu'il avait tout à fait raison, que j'acceptais d'avoir un fauteuil roulant, qu'il pourrait me servir de déambulateur et que quand ça n'irait pas, au moins je pourrais continuer à me déplacer. On m'avait parlé aussi de motorisation sur les fauteuils, voilà. Donc voilà, je suis sortie en juillet 2017 du centre de réadaptation. Je me balade principalement en béquille, en fauteuil dès qu'il y a un périmètre trop important, ou que je sais que ça va être fatigant pour moi. Sachant que je vis seule, donc on ne me pousse pas, hein, je me déplace seule avec mon fauteuil. Voilà. Depuis, la maladie s'est plutôt stabilisée. J'ai parfois des pertes de vue, des baisses de vue très importantes. On ne sait pas si c'est le syndrome du TOF, c'est un syndrome qui est provoqué par la chaleur, qui réveille d'anciennes poussées, ou si ce sont des mini-poussées qui réapparaissent vu que j'ai toujours des lésions. Voilà. Donc j'ai des douleurs parfois totalement inexistantes dans les jambes et parfois supérieures à toute douleur que j'aurais pu imaginer avant. J'ai eu l'occasion de prendre des traitements neuroleptiques qui m'ont posé plus d'effets secondaires qu'autre chose, donc j'ai décidé de tout arrêter. Donc début 2018, j'ai arrêté tout traitement médicamenteux antidouleur autre que du Doliprane. Donc j'utilise surtout de la cryothérapie, donc des packs de glace pour essayer de calmer ma douleur et voilà, parce que de toute manière, même les traitements antidouleurs qu'on pouvait me donner ne servaient à rien. Ça ne me soulageait même pas d'un dixième. Donc en ce moment, je suis un peu plus tranquille, j'ai un petit peu moins de douleur. J'ai la chance que ça se stabilise. La maladie me fait encore des fois quelques petits retournements de situation. Mais voilà. Donc je suis maintenant à ma 17e perf de Tysabri. Et je peux dire quand même que c'est un traitement qui est plutôt très efficace sur moi. Néanmoins, j'ai des séquelles de mes poussées qui sont assez importantes. Donc particulièrement sur la marche, c'est ce qui est visible en fait par les autres. C'est-à-dire qu'on va me voir marcher, je vais être obligée de m'asseoir parce qu'au bout d'un moment ça ne va plus.
J'ai peux aussi chuter. Donc j'ai des problèmes de l'équilibre. J'ai une fatigue excessive. Quand on dit fatigue, on pense à ouh là là, j'ai fait, j'ai fait une semaine de nuit blanche, je suis fatiguée. Non, la fatigue excessive, c'est inimaginable. C'est une fatigue qui dit ça veut plus. Le cerveau peut plus. Ou le corps ne peut plus. Des fois c'est les deux, des fois c'est l'un, des fois c'est l'autre. On ne peut plus. C'est-à-dire qu'on a atteint nos limites et, dans ces conditions-là, en fait, on n'est vraiment pas vraiment en état. Donc ça pose des troubles de l'élocution pour ma part, d'attention, et quand c'est le corps, ben, ce sont des répercussions sur le côté gauche, et donc j'ai des problèmes de proprioception de la main gauche, sachant que je suis gauchère. Voilà. Donc je suis encore actuellement à 3 séances de kiné par semaine. 2 séances de kiné active et une séance de kiné en piscine. Grâce à ça, quand je ne sens pas mes jambes, je ne tombe plus. Enfin, je tombe moins, on va dire. Je suis une miss à bleus. J'ai des bleus partout. On ne sait jamais d'où ils viennent, mais c'est dû au fait que je ne sente pas mes jambes et que j'ai des troubles de l'équilibre. Voilà, donc il faut savoir donc que c'est pas moi qui décide quand je scrape, mais en fait c'est plutôt la maladie qui décide quand elle me laisse tranquille pour scraper. C'est pour ça que je ne scrape pas régulièrement. C'est pour ça aussi que j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne, parce que ça me motive et ça me force à reprendre une activité étant donné que je ne travaille plus. Avoir une certaine régularité dans ce que je fais. Partager ce que j'aime, ma passion. C'est pour moi quelque chose d'important. Je fais les montages de mes vidéos tout simplement parce que je suis issue tout d'abord d'une formation informatique, y compris en multimédia, et que donc j'ai été formée pour faire ça. Mais aussi parce que quand je fais un tuto, j'ai souvent des moments où je décroche. Donc je suis obligée de faire des montages afin que ceci ne se voit pas trop, pour que le tuto reste agréable à regarder pour vous. Voilà. Bon bah en tout cas, j'espère que ma petite explication de la maladie et la vision que j'en ai et comment je le vis vous permettra de mieux me comprendre. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.